Je m'appelle Akosi. Ce que je vais vous raconter m'est vraiment arrivé. Elle a offert ce masque maudit à mon oncle en promettant fortune et pouvoir. Mais ce masque, il ne donne rien. Il prend tout. Mon frère Junior, son corps n'est plus que de la pierre froide maintenant. Et moi, je n'ai plus de reflet dans les miroirs. C'est l'histoire qu'Akosi nous a confiée avant de disparaître. Tout a commencé par un coup de téléphone. Tante Adjoa appelait Akosi pour lui annoncer que son oncle Amégan était décédé, laissant derrière lui un mystérieux héritage. Une caisse ancienne, avec des instructions précises. Elle devait l'ouvrir avec son frère Junior, et personne d'autre. La caisse était lourde, recouverte d'une épaisse couche de poussière, et marquée de symboles étranges qu'aucun d'eux ne reconnaissait. Junior, toujours optimiste, était convaincu que leur oncle artiste leur avait légué quelque chose de précieux. Akosi, elle, ressentait déjà un malaise inexplicable. Lorsqu'ils soulevèrent enfin le couvercle, ils découvrirent à l'intérieur, posé sur un lit de tissu noir, un masque d'une beauté troublante. Il était sculpté dans un bois si sombre qu'il semblait absorber la lumière autour de lui. Ses yeux étaient des coquilles vides, et pourtant, Akosi avait l'étrange impression qu'il les observait, qu'il les étudiait avec une intelligence malveillante. Junior était émerveillé par l'objet, persuadé qu'il s'agissait d'une œuvre d'art de grande valeur. Mais Akosi ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi leur oncle leur avait légué précisément cet objet et pourquoi il l'avait gardé caché si longtemps. Cette première nuit, Akosi fit un cauchemar particulièrement vivace. Elle rêvait que le masque était accroché au mur de sa chambre et qu'il murmurait son nom d'une voix qui ressemblait étrangement à celle de son oncle décédé. Mais ce n'était pas un rêve ordinaire. En se réveillant en sursaut, elle entendait encore des chuchotements provenant du salon, accompagnés de frottements étranges sur le sol. Lorsqu'elle appela son frère, seul un silence pesant lui répondit. Puis, dans l'obscurité, un rire grave et lointain résonna dans la maison. Le lendemain matin, Junior avait pris une décision qui allait sceller leur destin. Il avait accroché le masque au mur principal de leur salon, lui donnant une place d'honneur. Malgré les protestations inquiètes d'Akosi, qui ressentait une angoisse grandissante à la vue de l'objet, Junior balayait ses craintes d'un revers de main, l'accusant d'être trop superstitieuse. En l'espace de 48 heures, un changement radical s'opéra chez Junior. Cet homme jovial et bavard, toujours en mouvement, était devenu étrangement silencieux. Il passait des heures assis face au masque, le regard fixe et vide, comme hypnotisé. Il ne touchait plus à sa nourriture préférée et semblait complètement détaché du monde qui l'entourait. Quand Akosi tentait de lui parler, il répondait d'une voix monocorde et lointaine, affirmant qu'il n'avait jamais été aussi bien de sa vie. Il prétendait que le masque lui révélait des secrets, des vérités cachées, et qu'il allait bientôt recevoir un pouvoir immense. La situation devint encore plus inquiétante lorsque Akosi surprit son frère debout devant le masque à 3 heures du matin, complètement immobile, comme plongé dans une transe profonde. Ses lèvres bougeaient rapidement, mais aucun son n'en sortait, comme s'il communiquait silencieusement avec quelque chose d'invisible. Face à l'état alarmant de son frère, Akosi décida de consulter Maman Aya, la sage-femme respectée du quartier. Cette femme âgée était réputée pour sa connaissance des anciennes traditions et des mystères ancestraux. Lorsque Akosi lui décrivit le masque et le comportement étrange de Junior, le visage de Maman Aya se figea d'horreur. La vieille femme lui révéla alors la terrible vérité. Il s'agissait du masque d'Adzogbo, un objet maudit utilisé autrefois par les anciens pour emprisonner les esprits rebelles. Mais si un être vivant le portait ou restait trop longtemps en sa présence, son âme était progressivement aspirée et son corps se transformait en pierre froide pour l'éternité. Maman Aya expliqua qu'une fois transformée en statue, la victime devenait consciente mais prisonnière de son propre corps pétrifié et le masque se mettait immédiatement en quête de sa prochaine proie. Mais elle mit en garde Akosi. Briser le masque maintenant condamnerait l'âme de Junior au néant éternel. Il fallait d'abord découvrir qui avait donné cet objet maudit à son oncle et comprendre pourquoi. Malgré les avertissements de Maman Aya, Akosi se précipita chez elle, le cœur battant et l'esprit envahi par la panique, mais elle arriva trop tard. Junior n'était plus assis sur le canapé où elle l'avait laissé. À sa place se dressait une statue de pierre gris sombre, sculptée à son effigie parfaite, le visage figé dans une expression de terreur silencieuse et de désespoir absolu. La statue était encore tiède au toucher, comme si la vie venait juste de s'en échapper. Et le masque, toujours accroché au mur, semblait maintenant arborer un sourire satisfait, ses orbites vides brillant d'une lueur maléfique dans la pénombre du salon. Désespéré mais déterminé à sauver son frère, Akosi fouilla le bureau de son oncle Amégan à la recherche d'indices. Dans son carnet d'adresses poussiéreux, elle découvrit une entrée particulière sous la rubrique « Fournisseur masques », le nom d'une certaine Elomé, résidant à Abomey.
Quand elle appela sa tante Adjoa pour s'enquérir de cette mystérieuse femme, la voix de la vieille dame se mit à trembler de peur. Adjoa supplia sa nièce de ne pas enquêter sur cette personne, lui révélant que certains mystères devaient rester enterrés. Elle lui avoua qu'Elomé n'était pas comme les autres, pas vraiment humaine, et que son oncle avait commis une erreur terrible en traitant avec elle. D'après tante Adjoa, Amégan avait été séduit par les promesses de pouvoir et de richesse d'Elomé. Cette dernière lui avait offert le masque maudit en échange d'un service qu'il devait rendre. Mais au dernier moment, pris de peur, l'oncle avait voulu rompre leur accord. Et c'est alors que la malédiction s'était retournée contre lui. Ignorant les supplications de sa tante, Akosi prit la route pour Abomey dès le lendemain matin. Elomé habitait dans une maisonnette isolée, à l'écart du village principal, entourée d'un étrange jardin où pendaient aux arbres des dizaines de masques sculptés et de statuettes au regard vide. La femme qui ouvrit la porte était d'un âge impossible à déterminer. Ses yeux perçants semblaient voir à travers l'âme d'Akosi. Avec un sourire froid, elle déclara qu'elle savait déjà pourquoi la jeune femme était venue. Elle expliqua que l'oncle Amégan avait été un client insatisfait. Elomé révéla la véritable nature du marché conclu avec Amégan. Il avait désiré le pouvoir que pouvait conférer le masque, mais au dernier moment, la peur l'avait saisi et il avait tenté de rompre leur accord. C'est alors que le masque s'était retourné contre lui et sa famille. Avec un rire glacial, elle expliqua à Akosi que le masque avait une faim insatiable. Il devait se nourrir d'âmes jeunes et pures pour conserver sa puissance. Puisque l'oncle avait rompu le contrat, la dette devait être payée par sa lignée. Un par un, tous les membres de la famille seraient consumés. Junior n'était que le premier. Akosi serait la suivante, puis tous ceux qu'elle aimait. Terrorisée par les révélations d'Elomé, Akosi s'enfuit de la maisonnette et rentra précipitamment chez elle. Mais l'horreur qui l'attendait dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. La statue de Junior avait bougé. Elle n'était plus dans le salon, mais se dressait maintenant au pied de son lit, ses yeux de pierre fixés sur elle avec une expression de détresse muette. Pire encore, Akosi commença à ressentir dans son propre corps les premiers signes de la transformation. Une raideur étrange s'installait dans ses doigts, une froideur mortelle remontait lentement le long de ses bras et de ses jambes. Le masque, toujours accroché au mur, semblait pulser d'une lueur rougeâtre dans l'obscurité, comme un cœur maléfique battant au rythme de la malédiction. Dans un geste désespéré, Akosi s'adressa à la statue de son frère, lui promettant de le libérer coûte que coûte. Et pendant une fraction de seconde, elle eut l'impression de voir une larme de pierre couler sur la joue pétrifiée de Junior, comme si son âme prisonnière avait entendu ses paroles d'espoir. Se souvenant des conseils de maman Aya, Akosi décida de faire appel à la protection spirituelle de ses ancêtres. Elle alluma des dizaines de bougies dans toute la maison, récita toutes les prières que sa grand-mère lui avait enseignées et invoqua avec ferveur les esprits de sa lignée familiale. Le miracle se produisit. La froideur mortelle qui envahissait ses membres recula progressivement et la statue de Junior s'éloigna du lit pour retourner dans le couloir, comme repoussée par la puissance des incantations sacrées. Cependant, Akosi réalisa rapidement que cette protection n'était que temporaire. La malédiction était beaucoup trop puissante pour être définitivement vaincue par de simples prières. Au mieux, elle ne faisait que retarder l'inévitable. Il lui fallait trouver une solution plus radicale. Face à l'urgence de la situation, Akosi retourna consulter maman Aya. La sage-femme lui révéla l'existence d'un rituel ancien et extrêmement dangereux. Le seul moyen de briser définitivement la malédiction était de la renvoyer directement à son créateur. Pour ce faire, il fallait réunir 3 éléments sacrés. Un miroir pour refléter le mal, de l'eau bénite par un ancien prêtre pour purifier l'âme, et surtout, porter le masque face à Elomé pour lui renvoyer son propre sortilège. Maman Aya insista sur les risques colossaux de cette entreprise. Un seul faux pas, un moment d'hésitation ou de faiblesse, et Akosi deviendrait une statue pour l'éternité, rejoignant son frère dans cette prison de pierre. Mais c'était leur unique espoir de salut. Akosi passa toute la nuit à se préparer mentalement et spirituellement pour ce qui pourrait être son dernier combat. Le lendemain, armée de son courage et des objets sacrés, Akosi retourna à la maisonnette d'Elomé. Elle portait le masque maudit dans un sac béni, son cœur battant si fort qu'elle craignait que la sorcière puisse l'entendre à distance. Elomé l'accueillit avec un sourire amusé, complimentant son courage tout en soulignant sa stupidité. Elle se moqua de la jeune femme, persuadée qu'Akosi ne pourrait jamais la défier dans son propre domaine, là où sa puissance était à son apogée. Mais Akosi avait préparé sa réponse. Avec une détermination qui surprit la sorcière, elle sortit le masque de son sac protecteur et déclara qu'elle n'était pas venue pour se défier à elle, mais pour lui montrer quelque chose d'important. Elomé, intriguée malgré elle, se pencha vers l'objet maudit. Sans perdre une seconde,
Akosi plaça stratégiquement le miroir sacré entre elle et Elomé. Elle aspergea ensuite le masque d'eau bénite et commença à réciter les incantations ancestrales que Maman Aya lui avait enseignées. Ces mots anciens, dans une langue oubliée depuis des siècles, résonnèrent dans la maisonnette avec une puissance surnaturelle. Elomé éclata d'un rire méprisant, affirmant que de simples paroles n'avaient aucun pouvoir dans son domaine. Mais elle se trompait cruellement. Ces incantations portaient en elles la voix de toutes les victimes qu'elle avait maudites au fil des siècles. Tous ces esprits prisonniers, Akosi sentit une force immense la traverser, comme si des centaines d'âmes s'unissaient à travers elle pour enfin obtenir justice. Elle invoqua tous les esprits prisonniers, les exhortant à se libérer et à retourner vers celle qui les avait enchaînés dans les ténèbres. Le masque se mit alors. C'est à ce moment précis qu'Elomé réalisa l'ampleur de son erreur. Sa voix auparavant assurée se transforma en cri de panique et de terreur. Elle supplia Akosi d'arrêter le rituel, mais il était déjà trop tard. Les forces qu'elle avait manipulées pendant des siècles se retournèrent maintenant contre elle. Dans un geste ultime et désespéré, Akosi leva le masque vers son propre visage. Elle n'avait plus le choix. Défiant directement la sorcière, elle lui lança qu'elle voulait son âme, mais qu'elle devrait venir la chercher en affrontant toutes les âmes qu'elle avait emprisonnées. Au moment précis où le masque allait toucher la peau d'Akosi, un éclair de lumière pure et aveuglante jaillit du miroir sacré. Cette lumière divine frappa Elomé de plein fouet, accompagnée par les cris de libération de centaines d'âmes qui s'échappaient enfin de leur prison éternelle. Le spectacle qui suivit dépassa tout ce qu'Akosi aurait pu imaginer. Elomé poussa un hurlement qui n'était pas de douleur, mais de surprise et de terreur absolue. Son corps se figea instantanément, sa peau prenant la couleur et la texture de la pierre froide. En l'espace d'une minute, la puissante sorcière n'était plus qu'une statue pétrifiée, son visage déformé par un rictus de terreur qui resterait gravé dans la pierre. Le masque, dans les mains d'Akosi, perdit tout son pouvoir maléfique. Il redevint ce qu'il était à l'origine, un simple morceau de bois ancien et craquelé, vidé de toute malédiction. La libération était totale. Le voyage de retour lui sembla interminable, mais quand Akosi franchit enfin le seuil de sa maison, le miracle tant espéré l'attendait. La statue de Junior avait disparu. Son frère était allongé sur le sol du salon, faible et désorienté, mais vivant et respirant. Junior se réveilla lentement, racontant à sa sœur un rêve étrange où il avait été prisonnier de son propre corps pétrifié, conscient de tout ce qui se passait autour de lui, entendant les paroles d'espoir et d'amour que sa sœur lui adressait chaque jour. Ces mots avaient été son seul réconfort dans cette prison de pierre. Akosi et Junior étaient sauvés, leur cauchemar était terminé. Mais comme toujours avec la magie noire, la libération avait un prix. La malédiction avait laissé sur Akosi une marque indélébile. Depuis ce jour fatidique, elle ne se voyait plus dans aucun miroir. Son reflet avait définitivement disparu, probablement le tribut exigé pour avoir utilisé un rituel si puissant. Junior, remarquant l'absence troublante du reflet de sa sœur, comprit immédiatement que son salut avait coûté quelque chose de précieux à celle qui l'avait sauvée. Akosi accepta ce sacrifice avec sérénité, considérant que la vie de son frère valait bien plus que son propre reflet. Mais parfois, durant les nuits les plus sombres, Akosi entendait encore des grattements sinistres contre sa porte d'entrée, accompagnés du bruit caractéristique de la pierre frottant contre le bois. Ces sons la faisaient se demander si Elomé était réellement partie pour de bon, ou si elle cherchait encore, depuis sa prison de pierre, un moyen de revenir se venger. Car certaines malédictions, voilà l'histoire qu'Akosi nous a confiée avant de disparaître mystérieusement, ne laissant derrière elle que ce témoignage troublant. Une histoire qui nous enseigne que certains héritages cachent des dettes terribles, que certains cadeaux viennent directement des ténèbres. Les masques traditionnels africains sont des objets sacrés, porteurs de l'histoire et de la spiritualité de nos ancêtres. Mais comme le prouve cette histoire, certains d'entre eux ne devraient jamais être portés par les vivants, car ils servent de prison à des forces que l'humanité a oubliées depuis longtemps. Méfiez-vous des promesses de pouvoir faciles. Et surtout, ne fixez jamais trop longtemps un miroir dans l'obscurité totale. Vous ne savez jamais ce qui pourrait vous regarder en retour ou ce qui pourrait remarquer que votre reflet a disparu. Car dans notre monde, certaines histoires ne sont pas que des contes. Elles sont des avertissements. Cette histoire vous a glacé le sang? Dites-moi en commentaire. Qu'auriez-vous fait à la place d'Akosi? Auriez-vous eu le courage de porter ce masque maudit? N'oubliez pas de vous abonner et de frapper ce bouton like pour ne rater aucune de nos histoires terrifiantes du continent africain. Rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle aventure surnaturelle, si vous l'osez.